Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h, Philippe David. Évidemment, vu ce qu'on a vécu hier, on va décrypter cette finale et surtout cette Coupe du Monde dans son intégralité, du point de vue de l'équipe de France, du point de vue du jeu, du point de vue de l'organisation, du point de vue géopolitique, politique, économique, puisque la désignation du Qatar et les appels au boycott ont fait couler beaucoup d'encre. Bon, avec plus de 29 millions de téléspectateurs hier pour les tirs au but, on peut pas dire que le boycott est particulièrement marché en France. Et pour en débattre, on a le plaisir d'avoir avec nous Jean-Philippe Bouchard, patron des éditions Solar Sport, qui a été 20 ans, journaliste à l'équipe et France Football. Bonjour. Bonjour Philippe. Denis Chaumier, ancien rédacteur en chef de France Football et de l'équipe. Son dernier livre, Les 90 ans du championnat de France. Vous avez écrit aussi, entre autres, Nous l'avons tant aimé, 98-2018, la Coupe du Monde racontée par ceux qui l'ont gagnée. Bonjour plutôt, pardon, là, je suis plus le soir, là, pardon, d'habitude. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Et Clément Pernia, journaliste football, auteur de La République du foot, publié chez Amphora, et d'autres livres, notamment sur le PSG version Qatari, d'où l'intérêt, évidemment, parce qu'on va parler évidemment des implications du Qatar dans le football en cette période post-Coupe du Monde. Allez, une question à tous les trois. Comment qualifieriez-vous cette finale? Qui veut commencer? Denis? Disons que une finale d'anthologie, je vais pas être très original, mais une finale d'anthologie, une finale de légende. On la qualifie de plus belle finale de tous les temps. Alors je suis pas sûr. C'est la Gazzetta dello Sport qui l'a dit aujourd'hui. Oui, alors je suis pas sûr qu'on ait vu toutes les finales réellement et qu'on puisse vraiment le mesurer, mais c'est sûr que c'était un match avec de très fortes émotions, et si au plan technique elle n'a pas été extraordinaire, en tout cas au plan émotionnel elle a été fantastique. Jean-Philippe Bouchard. Nous on a bouclé un bouquin sur la Coupe du Monde dans la nuit, et les adjectifs qui venaient c'était épique. Voilà, c'était une épopée. Voilà, il y a la finale, mais la finale elle intervient au terme d'une Coupe du Monde aussi qui est très spectaculaire par ailleurs. Donc en fait il y a eu beaucoup de choses, et puis il y a le retournement de situation. Enfin il y a plein d'éléments qui font que c'est très fort. Après on n'était pas nés, mais peut-être qu'en 66 elle était forte. Ce jour de prolongation, oui. Avec un ballon qui n'est pas rentré comme les nouvelles technologies de l'image ont permis de le voir. Il y a des choses, même s'il n'y a pas eu la VAR hier, mais si, il y a eu la goal line technology pour le but. Il n'y avait pas de doute de l'arbitre là-dessus. Enfin, ça a été, toute personne n'a contesté. Enfin bon, bref. Mais c'est très difficile de comparer les époques, mais c'est sûr qu'elle va rester dans les annales. Clément Pernia. Moi, je dirais que c'était un moment d'histoire. C'était un peu un match intemporel, un match hors sol. Au-delà du scénario du match, c'était tout le contexte autour. C'était la France qui paraissait invincible et la Coupe du Monde qui était promise à l'Argentine. Et c'était ces deux conditions réunies qui nous ont promis et offert un match d'anthologie, avec la dernière de Messi, avec le peuple argentin qui était là. Il a dit qu'il allait continuer finalement, voilà. qu'il voulait porter le maillot. Il avait dit, c'est ma dernière sélection, mais il a dit après la victoire qu'il allait continuer pour avoir le plaisir de porter le maillot argentin avec 3 étoiles. Et puis vu son niveau, il peut continuer de toute façon. Et puis en face, on avait la France de Deschamps, la France invincible, la France de Kylian Mbappé. Et tous ces acteurs ont répondu présent. Tous ces acteurs ont été au top de leur niveau, et ça a donné cette finale, comme l'a dit Denis, d'anthologie. Et voilà, c'était magnifique. Est-ce que c'est le plus grand match de l'histoire de l'équipe de France? Jean-Philippe? Non. Il y a eu d'autres, Séville, Guadalajara. Pour moi, le plus grand match est celui qu'on gagne. Et donc le plus grand match pour moi, ça reste France-Brésil. Oui, c'est ça, c'était 98, parce que là au moins il y a une maîtrise. Là, on peut quand même dire qu'hier soir la France a pas tout maîtrisé quand même. C'était une France à réaction. Il y a eu des rebondissements effectivement, et puis un super Mbappé qui est devenu vraiment le patron de l'équipe complètement. Oui. Mais bon, ça a quand même flotté pendant 80 minutes. Pour Denis, plus grand match de l'histoire de l'équipe de France, France-Brésil 98. Pour vous, Jean-Philippe? Je suis d'accord, bien sûr. Je suis d'accord aussi. Clément? Et puis je suis d'accord aussi. Puis on est chauvin, mais hier l'Argentine mérite de gagner sur les 120 minutes. La France est absente 70 minutes. La France nous offre un spectacle incroyable en faisant preuve d'abnégation, de courage, de sursaut d'orgueil. Mais footballistiquement parlant, pendant 70 minutes, la France n'est pas là. Et d'ailleurs, les changements de Deschamps le confirment. Je vais vous poser une question philosophique, vu ce que vient de dire notre ami Clément. Est-ce que vous auriez préféré perdre à 2-0 et qu'on n'ait pas cette remontée folle qui nous donne des espoirs, ou perdre comme on a perdu? Alors pour les émotions, j'aurais préféré perdre 3-0, admettons. Pour l'histoire du foot,
et du moment dont on se souviendra, je préfère ce qui s'est passé hier, parce que dans 50 ans, dans 40 ans, dans 30 ans, on en parlera toujours, on en parlera à nos enfants. S'ils avaient fait 3-0, on en aurait peut-être un peu moins parlé. Denis, vous auriez préféré perdre 2-0, qu'on remonte pas, qu'on n'ait pas le penalty, le premier, qu'on n'ait pas l'égalisation magnifique de Mbappé? Non, parce que après 2-0, alors c'est sûr qu'on était entre guillemets à la rue pendant 70 minutes ou 75 minutes, mais après on a montré aussi des qualités, oui, énorme, de courage, d'effort, d'abnégation, même aussi avec le but de Mbappé, un trait de lumière, je dirais. Et on a vu et on a vu aussi ce qu'était le football aussi. C'est un combat, c'est des duels. Et elle a montré quand même, pendant une partie du match, justement, toutes ces qualités qui font partie intégrante d'un match de football et d'une équipe. Et donc, de ce point de vue-là, oui, alors j'aurais préféré que ça se termine autrement, mais je préfère cette issue-là à un 2 ou un 3-0 qui se profilait à un moment donné. Vous auriez préféré quoi? Moi, j'aurais surtout détesté que la France perde 1-0 sur un penalty moisi. Ça aurait été vraiment... Le penalty sur Di Maria, c'est ça? Ça aurait été un peu difficile à avaler. Après, si l'adversaire est beaucoup plus fort, ce qui semblait être le cas dans les 3/4 du match, bon ça s'accepte aussi. Maintenant, le scénario d'hier était quand même super. Il va rester dans les mémoires. Donc évidemment, à la limite, vaut mieux perdre comme ça. Cette Coupe du Monde, c'est un succès pour l'équipe de France? Oui, parce qu'elle vient un peu de nulle part quand même. Surtout vu le nombre de blessés, où on avait perdu Pogba, Kanté, Lucas Hernandez, Kimpembe, Nkunku, le Ballon d'Or, Benzema. Puis tout le contexte avant la Coupe du Monde, je sais pas si on se souvient, mais c'était la crise à tous les niveaux, à la Fédé, chez Deschamps, les matchs amicaux étaient pas bons, n'étaient pas prometteurs, tous les blessés, tu l'as rappelé, le niveau de match amicaux. Oui, c'était la Ligue des Nations. C'est comme ça qu'ont été rebaptisés les matchs amicaux. Mais c'est vrai que si on prend du recul, parce que là on est à chaud, on est dans la compétition, mais si on prend du recul, le contexte avant Coupe du Monde, personne ne mettait un copec sur l'équipe de France. Même avis, Jean-Philippe? Oui, elle perd. On est avec un peu les remplaçants des remplaçants, et à l'arrivée, à la fin de la Coupe du Monde, on se dit que finalement cette équipe où il manque 5 ou 6 titulaires, je pense qu'il y a pas mal de gens qui en voudraient à l'arrivée, et surtout, si on compare à la Ligue des Nations où dès qu'il y avait un moment contraire, c'est-à-dire un but, ou un carton, l'équipe s'effondrait, il y avait perte de moyens complet. Là, on a vu que il y avait quand même un état d'esprit qui se dégageait, que les joueurs lâchaient pas. Ça c'est assez intéressant dans le management, parce que il s'est passé quelque chose entre eux. Denis Chaumier. Oui, si on avait dit il y a 3 mois que celui qui pouvait nous offrir la Coupe du Monde s'appelle Colomani. Puisque ça a été le cas quand même à la 120e ou 122e 37 secondes. Si on nous avait dit ça, on nous aurait pris pour des fous. Or, la réalité, c'est qu'il a eu la balle de match à ce moment-là. Oui. Et qui connaît Colomani? Il a été pris pour remplacer Nkunku. À part quelques spécialistes, mais personne ne le connaît. Les fans de l'Eintracht Francfort. Oui, bien sûr. Il a beaucoup en France. Mais bien sûr. Donc, ça montre effectivement, comme le disait Jean-Philippe, que c'est les remplaçants des remplaçants, et parfois même les remplaçants encore, puisqu'il a remplacé effectivement Nkunku. Donc effectivement, la France n'est pas partie avec ses meilleurs éléments au combat, mais pourtant elle est allée jusqu'en finale. Alors, est-ce que une autre équipe, que ce soit l'Argentine, le Brésil, les Pays-Bas, qui vous voulez, aurait pu aller aussi loin dans cette compétition avec autant de blessés? C'est du foot fiction, c'est compliqué à... Mais non, parce que ça prouve quand même la qualité de la formation française. Après, les joueurs clés, entre guillemets, de cette équipe, vous allez me dire que Pogba n'était pas là, c'était un joueur clé de 2018, mais Mbappé était là, Griezmann était là, Lloris était là. C'est sûr que si tu me dis que l'Argentine sans Messi ou le Brésil sans Neymar et Thiago Silva, non, ça aurait été forcément plus compliqué. Et la France sans Mbappé, elle va pas aussi loin. Après, ce trait de caractère qui est inhérent à l'équipe de France de Deschamps, depuis désormais 2016, 2014, 2016. Non, je ne suis pas sûr que d'autres sélections auraient pu faire preuve de cela. Jean-Philippe et Denis? Moi, j'ai l'impression surtout que, elle a laissé, l'équipe de France a laissé beaucoup de plumes dans la compétition, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Griezmann a fini complètement sur les genoux. Rabiot aussi. Il y avait plus de milieu de terrain quand même au début de la compétition. Il a fallu compenser. Et on sait que les matchs, s'ils se gagnent pas au milieu de terrain, c'est quand même là que ça se passe. Que beaucoup de choses se décident. Et ça a été au prix d'une solidarité, mais aussi d'immenses
d'immenses efforts que la France a payés pendant la première heure de jeu. Après, ça s'est un petit peu équilibré à mesure qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont été opérés par Deschamps, et puis que les Argentins pouvaient peut-être pas aussi non plus tenir le rythme qu'ils ont mis pendant plus d'une heure. Mais c'est vrai que là, il y a eu effectivement, on peut pas tout compenser avec de l'énergie, quoi. Denis Chaumier, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis assez d'accord, et c'est vrai qu'il faut souligner le réservoir dont dispose quand même le football français, avec des joueurs qui sont finalement assez jeunes, qui ont peu d'expérience internationale et qui arrivent quand même à assumer dans le cadre d'une grande compétition, et avec un parcours qui est quand même remarquable à l'arrivée. Oui, finaliste et équipé au tir au but. Exactement. Donc, et prometteur, justement, cette jeunesse promet beaucoup de choses pour les échéances prochaines. J'allais dire les vraies voix, non, j'ai changé d'émission. Berkoff dans tous ses états, ce débriefing de la Coupe du Monde, Lucien, avec nos invités. On continue dans quelques instants et on peut réagir au 0826 300 300. On continue, on peut réagir au 0826 300 300 et on procédera au gagnant du jeu de Noël sur Sud Radio. Donc à tout de suite sur Sud Radio. Et on continue notre débriefing de la Coupe du Monde avec nos invités. Jean-Philippe Bouchard, patron des éditions Solar Sport, qui a été 20 ans journaliste à l'Équipe et France Football. Denis Chaumier, ancien rédacteur en chef de France Football et l'Équipe. Ses derniers livres, les 90 ans du championnat de France, publiés chez Solar. Vous avez aussi écrit Nous l'avons tant aimé, 98-2018. La Coupe du Monde racontée par ceux qui l'ont gagnée, c'était chez Hugo Sport, et Clément Pernia, journaliste football, auteur de La République du foot, publié chez Amphora, et de livres sur le Paris Saint-Germain. Et justement, on va en parler, l'avenir du PSG suite à la Coupe du Monde au Qatar. On va reparler un peu de l'équipe de France. Est-ce que pour vous, tiens, Denis, pour commencer, c'est la fin d'une génération où il y a déjà de quoi faire, un peu comme en 86, où avec les retraites de Platini, Giresse, etc., bah écoutez, il y a eu un gros trou de 12 ans sans Coupe du Monde, ou alors est-ce que maintenant il y a vraiment de la réserve et qu'on peut voir l'avenir tranquillement ? Non, je crois pas qu'il y ait de fin de génération. Je pense que d'abord parmi les joueurs qui étaient présents sur le terrain hier, il y avait beaucoup de jeunes, avec évidemment en chef de file Kylian Mbappé. Mais disons que les cadres, il y a peut-être un ou deux cadres qui vont partir, mais il y en a qui vont rester. Il me semble qu'il y a un certain nombre, par exemple Griezmann dont on parlait tout à l'heure, va lui rester. Et Pogba, qui n'était pas là, va pour cause de blessure, va sans doute aussi revenir dans le groupe. Non, je pense que c'est pas la fin d'une génération. Je pense qu'il y a au contraire un enchaînement qui est plutôt favorable. Jean-Philippe Bouchard, fin d'une génération ? Non, je pense vraiment pas. Non, c'est une continuité. D'ailleurs, on est sur une continuité d'une Coupe du Monde à l'autre. Puisque, il y a peu d'équipes quand même. Si l'Argentine avait fait entre 86 et 90, oui. Finale et victoire puis finale. Mais là, ça se poursuit. On a plus en France de trou de génération comme il y a eu il y a 30 ans grâce à la formation qui continue de porter ses fruits. Et puis après, il y a aussi la naissance ou la confirmation de la domination de Mbappé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il était un peu le leader technique, il était le plus jeune, le meilleur jeune en 2018. Et là, maintenant, c'est vraiment le patron. Il a pris ses responsabilités. C'est quoi qu'on puisse dire, 3 pénaltys tirés. C'est lui qui sonne la révolte aussi. Enfin bon, bref. Et là, il a 10 ans devant lui en équipe de France. Hein. Il faut se dire ça, si les petits cochons ne mangent pas. Donc c'est plutôt porteur d'espoir. Non, mais ils ont tout dit. Et Mbappé est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il a 23 ans, 24 demain. Il a marqué autant de buts que Pelé en Coupe du Monde à son âge. Il a le football, les 10 prochaines années du football lui sont réservées. La France, il ne peut pas y avoir de trou quand la France est portée par un tel joueur. Après, ce qui concerne... Comme quand elle était portée par Platini ou Zidane. Exactement. Et en ce qui concerne un éventuel renouvellement de génération, ça va aussi dépendre de l'avenir de Didier Deschamps en sélection. Puisqu'on sait qu'un changement de coach, forcément, génère en général un renouvellement d'effectifs, de groupes. Certains pourraient être plus appelés, d'autres de nouveaux, etc. Donc si Deschamps reste, il va y avoir un renouvellement limité, sinon ça pourrait... C'était ma question suivante. Pour vous, Deschamps, il va rester? Vous avez mis le dossier sur la table? Je pense qu'il va rester, mais c'est très compliqué à répondre. Je pense que là, on est à chaud. Lui-même va se poser cet hiver et peut-être qu'il va sonner le glas de son aventure, je sais pas. Moi, je pense qu'il va rester. Denis Chaumier, il va rester, Deschamps pour vous? Lui seul le sait. Lui seul le sait. Des rumeurs, des bruits? J'ai aucune rumeur, et puis les bruits, les rumeurs, vous savez, ça vient, ça va, ça vient. Ça change. C'est comme la queue du chien, comme dirait le proverbe. Ça change
du jour au lendemain, donc non, je ferai pas de pronostic à cet égard. Après, ça sera à lui de voir, en fonction du bilan qu'il tire, à la fois de la Coupe du Monde, mais aussi peut-être de du dernier Euro. Et puis peut-être une situation à la fédération aussi qui peut éventuellement le faire évoluer aussi. Donc je sais pas, il détient les clés lui-même. Oui. Vous pensez qu'il va rester, Jean-Philippe Bouchard ? Je sais qu'il s'était assigné à lui-même un objectif considérable qui était de faire Coupe du Monde, Euro, Coupe du Monde, pour les gagner les 3 dans cet ordre-là, parce que ça n'avait jamais été fait. Bon, c'est pas passé très loin, mais c'est quand même raté. Deschamps, c'est quelqu'un qui a eu une ambition, une quête de résultats forcenée. Oui. Donc, tant en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Il n'est pas du tout fini. Il a 55 ans, quelque chose comme ça, ce qui est relativement jeune pour un sélectionneur. Donc, il a toutes les cartes en main. Je ne pense pas qu'il soit usé du tout. Il est extrêmement frustré parce qu'il déteste perdre. Donc, je ne serais pas surpris, moi, qu'il prolonge. Qui rempile. Il y a toujours ce dilemme de partir après un échec comme ça ou de partir sur une bonne note. Et peut-être qu'il voudra pas partir sur cette défaite en finale, même si la compétition reste une bonne note, et tenter une nouvelle fois l'aventure en 2024. Et comme l'a dit Jean-Philippe, je pense qu'il est frustré. Et dans le même temps, je ne suis pas sûr qu'il retrouvera une aventure aussi grande, aussi glorieuse par la suite dans sa carrière. Donc c'est peut-être le moment de poursuivre. C'est plus un entraîneur de club ou d'équipe nationale Deschamps je dirais des deux, mais il s'est habitué quand même depuis 10 ans à la vie relativement confortable de sélectionneur. Oui, entraîneur de club, on est tous les jours avec les joueurs. Tous les jours. Et effectivement. Et là, c'est sûr qu'il s'est habitué à cette vie et il y prend beaucoup de plaisir. En même temps, il obtient des résultats et il est là, il est performant. Et donc, j'ai du mal à l'imaginer aujourd'hui replonger dans un club. J'ai du mal. Vous le voyez dans un club, Jean-Philippe Bouchard ? Non, je pense que le poste de sélectionneur lui convient très bien. En plus, il est peut-être encore plus respecté à l'étranger qu'en France. Oui. Là, il a une aura. Une très belle réputation. Enfin, maintenant, c'est quasiment l'entraîneur le plus titré, le plus respecté. Donc... je sais pas, l'Euro c'est bientôt, ça va être en Allemagne, pays de foot, je sais pas, ça c'est tentant quand même, non ? Et puis aller gagner un Euro en Allemagne 42 ans après Séville, ce serait très bien. Faut vous en remettre, Philippe. Non, plutôt en club, plutôt en sélection qu'en club, Clément. Moi je le vois pas du tout retourner en club. Je pense que je le vois très bien dans sa dynamique. Même au PSG. Même au PSG, même si je pense que le défi pourrait éventuellement l'attirer un jour, mais si on lui propose évidemment. Mais non, je pense que ses relations avec le Gret favorisent le Sequeda de Deschamps en équipe de France. Le Sequeda, ça rappelle un ancien entraîneur argentin qui s'appelait Marcelo Bielsa. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer au débrief de cette finale de la Coupe du Monde. À tout de suite sur Sud Radio. 14h, Philippe David. Et on retrouve nos invités pour le décryptage de cette Coupe du Monde, Jean-Philippe Bouchard, Denis Chaunier, Clément Pernia. Jean-Philippe Bouchard, est-ce que cette Coupe du Monde, elle s'est bien déroulée dans sa globalité au niveau de l'organisation et est-ce que c'est un succès pour le Qatar ? Indéniablement. On s'est posé beaucoup la question, est-ce que c'était pertinent, légitime, juste d'aller la laisser faire au Qatar, mais c'est une question qu'il fallait se poser il y a 10 ans, 12 ans. Maintenant, il n'y a eu aucun problème. À part peut-être la climatisation, voilà, c'est pour les joueurs. Mais sinon, les matchs se sont bien tenus. Il n'y a eu pas de problème de spectateurs. Je pense que les joueurs, c'était pour eux assez confortable parce qu'il n'y avait pas de longs déplacements. C'est clair que c'est grand comme l'Île-de-France. Ça va pas être comme Mexique, États-Unis, Canada. Ouais, mais ça compte aussi si on se réfère au dernier Euro. Il y a eu des trajets jusqu'à 6000 km en avion. Les joueurs le ressentent beaucoup. Donc non, c'est un vrai succès. Et en plus, il y a on se souvient, le Maroc a créé la surprise. C'est une belle épopée, une belle histoire. Et une finale de légende. Après, effectivement, c'est dans une dictature. C'est un pays avec qui il y a des contentieux. Maintenant, on continue par ailleurs à faire des affaires avec lui. Donc, rien n'est. C'est pas un paria des nations non plus, le Qatar. Donc Clément, c'est un succès quand même. On se souviendra de cette Coupe du Monde comme une Coupe du Monde magnifique, une Coupe du Monde spectaculaire avec des surprises, avec un immense vainqueur, avec une légende concrétisée, avec des scénarios improbables. Donc rien que pour tout ça, c'est une Coupe du Monde, c'est un franc succès pour le Qatar. On a eu des équipes
asiatiques, des équipes du monde arabe, des équipes nord-américaines qui ont un peu bousculé l'ordre mondial du football. On le voit avec le Maroc, mais on l'a aussi vu à certains égards avec d'autres sélections comme l'Arabie Saoudite qui a fait sensation. Qui a battu l'Argentine. Voilà, comme l'Iran qui a chatouillé les équipes, l'Angleterre, les États-Unis. On a eu plein d'équipes d'un peu partout, le Japon, la Corée du Sud. Et sportivement, et c'est ce qu'on retiendra, et voilà, c'est le bilan qu'on peut faire, c'est un franc succès. À côté de ça, tout ce qu'on redoutait, les incidents, l'organisation dans les stades, d'éventuelles défaillances de sécurité, on les a pas vus. Au contraire, ça a été une grande fête du football. On a vu des stades pleins, on a vu des publics sud-américains, je pense au Brésil et à l'Argentine, qui sont venus par dizaines de milliers faire la fête. Voilà, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de heurts. Voilà, pour certains, ça va être dur à entendre, mais et puis, il n'y a pas eu de boycott. Oui. Il n'y a pas eu de boycott. Denis Chaumier, c'est un succès pour le Qatar? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, et je voudrais ajouter une chose, ça renvoie à notre propre situation de Français. On a quand même prédit beaucoup de choses au Qatar. On a prédit que ça allait être mal organisé, que les supporters allaient faire la queue indéfiniment dans les aéroports, dans les stades, qu'il y avait des risques de bagarres, etc., etc. Donc on a prédit le pire, en oubliant que nous-mêmes, Français, avons organisé une Coupe du Monde en 98, où il y a eu des bagarres terribles à Marseille, où il y a eu à Lens un policier aussi, un gendarme qui a été blessé à vie, avec beaucoup avec des séquelles à vie, le gendarme Nivelle. Gendarme Nivelle. En oubliant que nous-mêmes, il y a récemment, avons eu quand même quelques problèmes d'organisation au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions. Donc je veux dire, ça doit nous remettre à notre place, tout ça. Ça doit nous remettre à notre place, parce que on a encore une fois prédit le pire au Qatar, en donnant des leçons à tout le monde, alors que nous-mêmes, j'allais dire, on n'a pas les fesses très propres. Alors justement, est-ce qu'on estime le coût de cette Coupe du Monde, Denis, à 220 milliards d'euros pour 17 milliards de recettes? Est-ce que ces chiffres sont crédibles, ou est-ce que ce qu'on appelle le soft power maintenant n'a pas de prix? Alors je sais pas s'ils sont crédibles, moi j'ai pas de. C'est les chiffres officiels, pas de moyen de les vérifier, mais. Oui, puis les sommes sont quand même importantes. Elles sont relativement importantes, comme vous dites. Ce qui me préoccupe un peu, enfin façon de parler, j'ai vu des stades magnifiques. Oui, c'est vrai. Mais c'était tout neuf. Absolument extraordinaires. Et d'ailleurs tous les acteurs le disent. Je me demande ce qu'ils vont en faire. Je crois qu'il y en a qui sont démontables. Il y en a qui vont être démontés et déjà les transférés. Déjà démonté, le fameux stade avec les containers est déjà démonté. Exactement. Ouais. Il va en Tunisie, je crois, c'est ça? Dans un autre pays. Les containers, ils vont sur des bateaux. Est-ce que pour vous, le soft power n'a pas de prix? Parce que quand on voit la somme, 220 milliards investis pour 17 milliards de recettes, il n'y a pas besoin d'être très bon en maths, ça fait quand même un trou à 203 milliards. Oui, mais pour le Qatar, c'est pas grand-chose. Le fonds souverain du Qatar, c'est le quart du PIB de la France. Donc là, c'est un État richissime. Et ils ont besoin de ça parce qu'ils savent très bien que d'ici une cinquantaine d'années, ils pourront plus profiter de la manne du gaz et du pétrole. Donc ils doivent transformer leur économie à marche forcée et aller vers une économie du loisir. Quoi de mieux que le sport pour ça? Donc eux, ils suivent leur voie et effectivement, ça coûte beaucoup d'argent, mais ils en ont tellement que c'est pas très très grave. Comme l'a dit Jean-Philippe, ils raisonnent pas comme nous. Eux, les montants, c'est un peu d'importance. Ce qui compte, c'est l'image qu'ils renvoient, c'est d'avoir marqué un coup immense sur la planète entière. Tout le monde a vu le Qatar, tout le monde a vu ces matchs de foot. Pendant un mois, certains même, énormément de gens sur la planète ont découvert le Qatar. Donc pour eux, c'est un coup de maître, c'est un coup de génie. Hier, voir l'émir de Al Thani remettre la Coupe du Monde à Messi, l'image, elle sera exposée partout au Qatar, partout à Doha. Et surtout, ils ont mis des en finale qui sont passés ou sont encore au PSG, ce qui est quand même. Mais est-ce que vous vous rendez compte que la finale, c'est Messi-Mbappé, c'est la taille du PSG. Oui. C'est la taille du club qui appartient au Qatar. Enfin, on se rend pas compte du coup qu'ils ont réalisé, c'est monstrueux. Alors, on va parler du PSG, on va continuer avec vous, parce que vous connaissez très bien le PSG pour avoir écrit plusieurs livres dessus. Maintenant que le mondial est passé, le mondial au Qatar, est-ce que les Qataris pourraient envisager de se retirer du Paris Saint-Germain? Maintenant, ils ont fait leur opération football, ils voudraient organiser les Jeux Olympiques, il paraît d'été évidemment. Est-ce qu'ils pourraient se retirer du PSG? Après, a priori non, il n'y a aucune raison qu'ils se retirent du PSG. Ils ont investi à long terme.
Ils ont investi dans des joueurs, ils veulent investir dans un stade, ils ont investi dans une économie globale avec d'un club qui génère énormément de revenus désormais. Et puis c'est leur image qui est en jeu, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est leur stratégie de soft power. Ils en ont besoin parce que c'est un jeune État, c'est un petit État. Et ils ont besoin de tout ça, ils ont besoin du sport, et ils ont fait du sport une vitrine diplomatique pour eux. Donc non, il n'y a aucune raison qu'ils se retirent du PSG maintenant, alors que le club n'a jamais été aussi grand. Denis Chaumier, il y a une raison qu'ils se retirent du PSG maintenant, comme ils ont fini l'opération football, théoriquement, avec la Coupe du Monde. Mais ils n'ont pas fini l'opération soft power sport et loisirs. Alors déjà au PSG, ils sont en train de construire quand même un centre d'entraînement absolument ultra moderne, extraordinaire. Donc je les vois pas rien que pour cette raison-là quitter le PSG. Mais au-delà, l'ambition du Qatar, c'est d'organiser d'autres manifestations sportives, d'autres grandes manifestations sportives. Il est sûr qu'ils vont aussi candidater à l'organisation des Jeux Olympiques un jour ou l'autre. Donc je les vois pas du tout quitter ce terrain du sport. Ils veulent postuler pour 2036 a priori. Oui, mais 2036, oui, mais c'est pas longtemps. Hein. Rien n'est impossible. Bien sûr. Jean-Philippe Bouchard. Alors, pour répondre sur le PSG, je pense que ce qui pourrait les faire partir du PSG, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire d'avoir des ennuis. Des problèmes avec les supporters, des problèmes avec ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, mais là, c'est formidable ce qui s'est passé à la Coupe du Monde pour eux. Donc là, c'est plutôt une incitation à poursuivre dans cette voie-là, en toute logique. Même s'ils ont ouvert un peu le capital à 15%, enfin, ils veulent ouvrir un peu le capital, mais c'est plus pour générer des revenus supplémentaires. Il faut reconnaître aussi qu'ils ont, depuis qu'ils sont là une dizaine d'années, bâti comme jamais. Ça a été fait au PSG, c'est-à-dire que le centre d'entraînement, ça va être 50 ans qu'on en entend parler. Parce que le PSG est le seul club professionnel qui s'entraîne sur un terrain qui n'est pas aux dimensions réglementaires. Ça, c'est hallucinant. Personne ne l'avait fait. Il y a la question du stade qui pose problème en ce moment, mais qui va peut-être trouver une issue. Non, et puis ils ont fait du PSG une marque mondiale, ce qui n'était pas le cas avant. Donc effectivement, ça leur coûte très cher, mais c'est plutôt réussi. Et puis, Clément, il faut souhaiter pour le football français et la Ligue 1 qu'il reste. Parce que là, toute l'économie globale du football français dépend du Qatar. Les droits télé, les joueurs, les performances sportives. Enfin, là, si demain le Qatar dit on s'en va, on plie les Gaules. À la Ligue 1, c'est la peau de chagrin. Ça devient catastrophique. Vous êtes d'accord avec ça, Denis Chaumier ? Oui, mais bon, encore une fois, on va pas se faire peur. Aujourd'hui, on s'amuse à se faire peur parce que là, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Jean-Philippe Bouchard, vous êtes de cet avis, c'est pas à l'ordre du jour ? Non, puisque là, tout ce qui vient de se passer depuis un mois les encourage à continuer. Donc, ça conforte leur stratégie. Et le fait que tous les buteurs de la finale étaient soit au PSG il y a encore 6 mois, 8 mois, ou alors ils sont encore aujourd'hui, c'est bon pour l'image du PSG dans le monde, Clément ? Oui, c'est extraordinaire. Enfin, on a vu hier les deux meilleurs joueurs de la Coupe du Monde sont issus du PSG. Les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde sont au PSG. Hakimi fait demi-finale. On a vu hier Nasser Khelaifi, le président du PSG, posé à côté de Messi avec la Coupe du Monde. Enfin, tout ça, c'est des coups de com' magnifiques pour le Qatar. Et moi, je pense d'ailleurs que le PSG va tout faire pour prolonger Messi. Alors qu'on le parlait de lui à Miami. On parlait de lui aux États-Unis. Et je pense, alors je sais pas si c'est un bon choix ou pas, ça il y a débat, c'est une question sportive, mais vu son niveau au mondial, en tout cas ce qui est sûr c'est que sa retraite internationale c'est pas pour tout de suite. Ils vont le poursuivre encore pour faire une Copa América, etc. Vous voulez réagir, Denis Chaumier ? Le plus grand problème aujourd'hui, c'est pas Nasser, c'est Christophe Galtier. C'est-à-dire que Christophe Galtier va récupérer quand même un certain nombre de joueurs, et notamment ces 3 grandes stars, qui vont être dans des dispositions d'esprit totalement différentes. Entre Messi, qui est donc été sacré hier, entre le spleen probable de Mbappé et puis la situation de Neymar qui a été très affecté par l'élimination du Brésil, il va falloir remonter un peu la mécanique et ça va pas être forcément simple. Avec un challenge que maintenant ils peuvent pas rater. À la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Quand on a un Messi champion du monde, comme on a Mbappé qui est meilleur buteur de la Coupe du Monde, on peut pas se permettre de rater la Ligue des Champions. Donc ça va être un grand challenge pour Galtier. C'est ça le grand défi maintenant à la Ligue des Champions. Évidemment, remobiliser tout le monde, parce que si Messi se disperse un petit peu ces prochaines semaines, ça serait humain.
Donc voilà, ça va être effectivement compliqué d'aller retourner sur des terrains gelés en Ligue 1 au mois de janvier et de février. Pour un 32e de finale de Coupe de France contre un club amateur, oui, un mot Je Clément. pense que pour Galtier et le PSG, c'est quand même le scénario du moins pire, c'est la victoire de l'Argentine. Pourquoi ? Parce que Mbappé est un conquérant et il va vite revenir en tant que conquérant et guerrier. Neymar, il a son spleen, mais il idolâtre tellement, il aime tellement Léo Messi que ça va estomper une partie de sa peine, parce qu'il faut savoir que Neymar a une vraie idolâtrie pour Léo Messi. Et puis Messi est champion du monde, il va vouloir aller chercher un énième ballon d'or. Et je pense que ce cas de figure est le cas de figure le moins pire pour le PSG. Eh bien, écoutez, on va suivre ça. On se retrouve d'ailleurs dans quelques instants, Lucien. Oui, chers auditeurs, vous le savez, c'est votre moment. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On attend vos appels pour revenir sur cette finale de foot magnifique. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, 12h30, 14h. Philippe David. Et on continue ce débriefing de cette Coupe du Monde au Qatar avec Jean-Philippe Bouchard, Denis Chaumier et Clément Pernia. Et ça réagit au 0826 300 300, Lucien. Oui, c'est le moment, chers auditeurs. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On accueille tout de suite Laurent de Noisy-le-Sec. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Alors, Bonjour. votre bilan de cette Coupe du Monde? Belle Coupe du Monde. Je trouvais qu'il y avait du jeu, il y avait des révélations, il y a eu un petit peu d'exotisme, on va dire, avec des équipes moins attendues comme le Maroc, le Japon. Donc une belle promotion pour le football. J'ai eu l'impression que le boycott il a vite cessé. Parce que j'ai l'impression, vu les scores hier d'audience, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont boycotté. Et puis on a vu des joueurs au sommet. On a vu un Mbappé stratosphérique qui pour moi est l'homme de la Coupe du Monde, même si Messi a été élu meilleur joueur. Pour moi, il était déjà très grand en 2018. Alors là, il a carrément tout explosé, je trouve. Donc voilà. En tant que Français, je suis déçu bien sûr de la défaite d'hier. Après, malheureusement, quand on joue que 10 minutes sur un match de 90 minutes, c'était déjà miraculeux qu'on arrive en prolongation. Et pour revenir sur la France, on a quand même eu une émergence de quelques joueurs comme Kolo Muani, comme Kefren Thuram. Enfin, Thuram. C'est pas Kefren, c'est Marcus. Non, c'est Marcus Thuram, excusez-moi, parce qu'il y en a tellement des Thuram qui jouent maintenant. Il y en a qui jouent plus aussi. Ouais, mais voilà, c'est bon, déçu bien sûr comme tout le monde, hein, mais on, comme dit Mbappé sur Instagram, on reviendra encore plus fort avec la jeunesse qu'on a. Et puis Messi, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il clôt sa carrière, parce que là il est quand même sur la fin de sa carrière par un trophée. Donc je suis déçu, mais si la France ne la gagnait pas, je préférais que ce soit l'Argentine. Donc voilà, de mon côté, déçu mais content, on va dire un petit peu. Restez avec nous à faire réagir, Jean-Philippe Bouchard. Je suis assez d'accord. Moi, il y a une chose à laquelle je pense quand même, c'est pas pour ternir le tableau, mais il y a la sortie de Cristiano Ronaldo qui est un peu triste sur cette Coupe du Monde. C'est vrai qu'il l'a pas préparé dans les meilleures conditions, à la fois psychologique et physiquement. Il n'a pas fait de prépa physique cet été. Enfin bon, bref. Il est arrivé avec beaucoup d'ambition, mais il s'en est pas forcément donné les moyens. Et puis il sort un peu par la petite porte. C'est dommage parce que je suis pas sûr qu'il reviendra en Coupe du Monde quand même. Ah non, là il aura 39 ans. Non, il va en avoir 38, pardon. Oui, il est de 85. Il va donc en avoir 38 en début février prochain. Il aurait 42 ans, 41 ans. Je pense que c'est cuit. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Laurent, Clément ? Je vais lui répondre que je suis d'accord à 99% avec lui. Peut-être que sur l'homme de la Coupe du Monde, il y a débat avec Messi, parce que malgré tout, Messi dans le jeu, il a été d'une régularité absolument exceptionnelle. On lui a souvent reproché de pas être décisif à la fois en phase finale et dans les moments clés. Hier, il met encore 2 buts en finale. Il fait un match incroyable au-delà des 2 buts. Et je pense qu'il reste malgré tout l'homme du mondial. Et vraiment, s'il n'avait pas été là, si son niveau n'était pas stratosphérique, ça aurait été de loin Mbappé. Denis Chaumier, qu'est-ce que vous voulez répondre à Laurent ? Oui, je suis d'accord sur le fait que Messi est pour moi le meilleur joueur de la Coupe du Monde par rapport à Mbappé. Et puis il y a quelque chose que je voudrais dire aussi, c'est que ça concerne un peu l'équipe de France et son avenir. Il ne faut pas croire que l'équipe de France va participer à toutes les finales de Coupe du Monde sur les prochaines années. Hein. Ah non, même le Brésil le fait pas. Non, mais on dit on a une génération exceptionnelle. Mbappé, il va pouvoir jouer éventuellement une Coupe du Monde, une finale, peut-être la gagner, etc. Mais il y a d'autres nations qui ont aussi cette ambition, qui sont des bonnes équipes et qui vont pas nous permettre comme ça d'aller aussi loin dans les compétitions. Donc il faut
faut prendre garde à ça. On pense que parce qu'on a réussi 2 fois, on va indéfiniment participer à une finale de Coupe du Monde ou de Championnat d'Europe. Attention. Mais il y a 40 ans, le football français, il avait rien gagné. Oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est une des grandes nations de football du monde, l'équipe de France? Je pense qu'on peut difficilement dire le contraire, non, Denis? Ah non, mais ça c'est indiscutable. C'est indiscutable. Mais avec le Brésil, l'Argentine, faire une projection en disant que parce que cette génération a des qualités, elle va être en finale dans 4 ans et dans 8 ans, attention. Vous êtes d'accord? La France est une grande nation de football? Elle est en train de le devenir. Je pense qu'effectivement, il lui manque maintenant une 3e étoile pour l'être, pour faire vraiment partie de ce club. Après, on est dans un 25 années exceptionnel pour l'équipe de France. Hein. Si on prend même 96, l'Euro 96 était. Il pas joué à grand chose, une série de tirs au but. Et enfin, on est vraiment dans une période bénie. Hein, et puis en plus, on a des joueurs incroyables. Donc, Clément, 4 finales en cette édition de Coupe du Monde, plus de finales de championnat d'Europe. Comme l'a dit mon camarade, il ne faut surtout pas banaliser l'exceptionnel. Et ce que fait la France, c'est exceptionnel. Il y aura des moments plus difficiles. Et c'est pour ça que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il ne faut pas banaliser ce qu'a fait la France de Deschamps. Merci beaucoup Laurent de Noisy-le-Sec, ça appelle au 0826 300 300. Oui, merci beaucoup Laurent. On accueille tout de suite Mohamed de Perpignan qui veut revenir sur l'organisation du mondial. Bonjour Mohamed. Bonjour Mohamed. Bonjour à vous et à vos invités, aux auditeurs. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, je rageais hier qu'on n'ait pas gagné cette coupe. Bon, c'est un petit peu dommage pour nous, mais moi, je voulais revenir un petit peu sur l'organisation. On a tous critiqué, je veux dire, le Qatar ne saura pas. Ils ont su faire. Et je pense qu'ils ont fait de belles choses. C'est pas que ce que je regrette, c'est un petit peu comment ils ont été construits ces stades, comment ils sont comportés avec les salariés qu'ils ont travaillé sur un petit peu ces stades. Mais après ça, je crois qu'il y a tout un continent derrière le Qatar qui peut-être qui est fier, qui a envie de peut-être d'avancer. Peut-être le Qatar c'est une chose, mais je crois que surtout je pense au continent. Je pense un peu à ce Maroc qu'on a vu un petit peu vaillamment arriver en demi-finale. Et je pense à toute cette jeunesse d'Afrique. Peut-être qu'ils ont un petit espoir que le continent peut faire des belles choses. On a donné cette Coupe du Monde au Qatar. Ils sont ce qu'ils sont, les Qataris. Mais je pense qu'on l'a donné à la Russie. C'est pas un exemple de démocratie. On a donné des jeux à la Chine. C'est pas un exemple de démocratie. Je me dis pourquoi pas l'Afrique. Et si ça peut aider la jeunesse et les pays émergents d'Afrique, ça peut être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, oui, Clément veut réagir. Je le rejoins sur l'espoir que cette Coupe du Monde a suscité dans bien des endroits. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le monde arabe a donné un vrai beau visage, à la fois de ferveur dans les stades, de combat sur le terrain, de football proposé. La Tunisie, même si elle a été éliminée en phase de poule, a été vaillante. Le Maroc, on n'en parle pas. Je pense à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, même à l'Iran qui a proposé un beau foot. C'est le mondial des révélations. Et quand on pense au Canada et aux États-Unis, c'est leur Coupe du Monde dans 4 ans. Et ce qu'ils ont montré là, c'est encourageant. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Cette Coupe du Monde, d'ailleurs, elle va être un peu spéciale. Hein. 3 pays, 48 équipes. Oui, ça va. On va changer de dimension. Oui. Là, ça va être sur un continent, et puis avec 48 équipes, ça va encore bouleverser les choses. La question des groupes est pas encore tranchée. Est-ce que ça va être des groupes de 3, de 4? Enfin bon, bref, ça va être un barnum. Ça, c'est sûr, ça va être complètement l'inverse. Là, pour le coup, les distances, elles vont être colossales. Ah oui. Donc, on va changer une nouvelle fois d'époque, si on peut dire. Et puis après, j'entendais ce que disait Mohamed sur le Qatar et sur les chantiers. Effectivement, il faut le déplorer, évidemment, il faut. Mais on peut aussi se dire que peut-être que la Coupe du Monde, elle a permis aussi de mettre l'accent sur la question des droits de l'homme dans ces pays-là, la question des libertés. Effectivement, on n'en a jamais autant parlé que là, alors que ça fait 50 ans qu'on fait du commerce et qu'on achète du gaz au Qatar. Ces questions-là n'étaient jamais posées sur la table. Là, elles l'ont été. On verra comment ça évolue. Denis Chaumier. Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Mohamed concernant l'approche qu'on a eue vis-à-vis du Qatar. Que moi,
personnellement pas du tout aimé, dans la mesure où effectivement on est allé il y a 4 ans en Russie et on n'a jamais évoqué le problème des droits des minorités en Russie, et on n'a jamais fait planer la menace d'un boycott de l'équipe de France à cette Coupe du Monde. Pour la Chine, c'est pareil pour les JO. Et je crois que quelque part, du côté du monde arabe, on a mal vécu les critiques qui ont été apportées, notamment de la part des Occidentaux ou de certains Occidentaux. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui restera quand même comme quelque chose qui va... Oui, qui au-delà de les chagriner, les heurte, et je dirais à juste titre. Une question, merci beaucoup Mohamed. Une question, il nous reste un peu plus d'1 minute. Est-ce que pour la première fois de l'histoire, les 5 continents étaient représentés dans les phases d'élimination directe, donc post-phase de poule? Est-ce que pour que le foot soit totalement mondialisé, maintenant il l'est totalement, il ne faudrait pas une Coupe du Monde en Chine ou en Inde? Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, Clément? Peut-être, je sais pas. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Il y a eu une première Coupe du Monde dans un pays arabe. Il y en aura là, bientôt ou en Inde ou en Chine. C'est les 2 grands pays où le football doit s'implanter totalement. D'habitants, exactement. Donc c'est inéluctable. La Coupe du Monde ira dans un de ces 2 pays, voire dans ces 2 pays dans les prochaines années. Vous y pensez aussi? Oui, de toute façon, c'est le mouvement des grands événements sportifs. On voit bien, ils se déplacent vers l'Asie, notamment parce c'est là qu'il y a aussi l'argent et la volonté d'accueillir ces événements-là. Donc, on le voit bien, les grands prix de Formule 1, de moto se déplacent vers l'Asie, et les grands événements sportifs, les JO. Voilà, il y aura de plus en plus d'éditions vers ces pays-là, tout simplement parce qu'ils sont capables de financer ces immenses compétitions qui coûtent extrêmement cher. Effectivement, écoutez, on a passé un très bon moment avec vous. Merci beaucoup à tous les 3. Merci beaucoup Jean-Philippe Bouchard, patron des éditions Solar Sports. Vous allez sortir un livre dès le 2 janvier, c'est ça? Et oui, au bilan de la Coupe du Monde, l'album Souvenir, pour revivre toutes ces émotions-là qui nous ont occupés pendant plus d'1 mois. Est-ce qu'il y aura un paquet Kleenex livré avec pour ceux qui seront parmi de la finale d'hier? Non, chacun va faire avec ses propres émotions. Merci beaucoup Denis Chaumier, ancien rédacteur de France Football et de l'équipe. Son dernier livre, Les 90 ans du championnat de France, publié chez Solar. Vous avez également écrit Nous l'avons tant aimé, 98-2018, la Coupe du Monde racontée par ceux qui l'ont gagné, publié chez Hugo Sport. Merci beaucoup Clément Pernia, journaliste football, auteur de La République du foot, publié chez Amphora. De très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et puis en espérant, tiens, pourquoi pas une petite Ligue des Champions au printemps prochain. Allez, on y croit. Voilà, pourquoi se priver. Merci beaucoup. C'était le face-à-face de Philippe David en débrief spécial Coupe du Monde. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lay. À tout de suite sur Sud.